Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Imagine-toi te prendre un moment de qualité pour pouvoir explorer les profondeurs de ton être, pour te connecter avec tes pensées et tes émotions les plus intimes. C'est ce que je vous propose de faire lors de notre live participatif d'introspection et de coaching de déclic entièrement offert qui aura lieu ce samedi 24 février 2024 à 15h de France sur Zoom. Je vais vous guider à travers des questions d'introspection puissantes conçues pour te challenger et t'aider à découvrir des aspects de toi que tu n'as peut-être pas envisagé auparavant. C'est un live qui va durer 1 heure. Et c'est vraiment une opportunité de prendre un peu de temps pour te connecter à toi-même, pour passer de la théorie à la pratique avec une compréhension plus affûtée de tes propres mécanismes internes. Dans ce live, on va aborder des outils concrets pour appliquer dans la vie quotidienne. C'est vraiment une invitation que je t'adresse pour te traiter en première classe et améliorer ton bien-être. Donc si tu es prête à embarquer dans cette petite heure, eh bien tu peux te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/introspection pour réserver ta place. Maintenant, on va se plonger dans cet épisode que j'ai intitulé Hypervigilance OPN. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? On va se plonger dans cet épisode sur des eaux un petit peu troubles, si je peux dire ça comme ça, de certaines relations interpersonnelles entre les personnes. On va voir les défis posés par certains comportements toxiques. Qu'est-ce que ça sous-tend réellement ? Et on va aborder aussi la perspective de guérison, de compréhension, de changement. L'idée, c'est vraiment de dépasser les étiquettes pour embrasser la complexité, si je peux dire ça comme ça, de l'expérience humaine. En fait, il y a un constat. J'en parlais avec mes collègues de la team mapsyenlignechaismoi.fr hier. C'est que effectivement, le concept de pervers narcissique est très à la mode. Ça fait des années que c'est à la mode. Il y a 10 ans, c'était déjà à la mode. Et l'idée dans ce podcast, c'est d'avoir une approche un peu différente, qui n'est pas très populaire, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que ni on va se situer dans le fait de propulser, si je peux dire ça comme ça, ou encourager cette terminologie, ni on va la réfuter. D'accord ? L'idée ici, c'est vraiment de voir au-delà des étiquettes, de voir de quoi ça témoigne qui a besoin d'être guéri, de se préparer en fait, d'analyser les dynamiques entre les personnes et aborder en fait une compréhension un petit peu plus empathique, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir cerner les tenants, les aboutissants de relations toxiques. Surtout de ce que ça crée, c'est-à-dire là ce que j'ai adressé dans ce podcast-là, l'hypervigilance. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, on va appeler, je vais vous donner l'exemple d'une femme qu'on va appeler Fatima, d'accord ? Donc imaginons que Fatima, elle a eu un père, d'accord, qui était qu'elle a idolâtré, si je peux dire ça comme ça, d'accord ? Donc mais qui avait un comportement toxique. Qui avait un comportement complexe en fait, voire même toxique. En public, c'est quelqu'un qui était très charismatique, très admiré, mais en privé, il avait une attitude qui invalidait, qui anéantissait, si je peux dire ça comme ça, les émotions de Fatima. Et il avait une tendance très subtile, en fait, à manipuler son entourage. Et cette ambivalence, en fait, elle a
elle a eu des conséquences sur la manière dont Fatima elle s'est positionnée, elle a perçu ensuite les relations et le concept de confiance entre les êtres humains, si je peux dire ça comme ça. En public, par exemple, qu'est-ce qui se produisait? Donc, qu'est-ce qu'il faisait comme comportement qu'on pourrait qualifier de toxique? Pour donner un petit peu d'exemple, son discours était il était très drôle, il était très cultivé, très drôle. Donc, les gens étaient suspendus à ses lèvres quand il parlait. Il faisait rigoler pendant certaines soirées ou certains événements familiaux. Il avait une espèce d'assurance, un certain charisme qui inspirait du respect, de l'admiration. Ça, c'était dehors. Et en fait, ce qui se passait plutôt vis-à-vis d'elle. Alors elle, déjà, ce que je tiens à dire, c'est que un enfant, naturellement, si je peux dire ça comme ça, quand il a besoin de réconfort et de validation, il va aller auprès de ses parents ou de son parent. Donc là, Fatima, dans le cas de Fatima, elle, par exemple, quand elle se sentait triste et que elle allait vers son père pour avoir un peu de réconfort, la réponse c'était plutôt ne sois pas bête, ne sois pas ridicule, t'as aucune raison de te sentir triste, sois forte, etc. Et en fait, plutôt que d'enseigner entre guillemets la résilience, de soutenir, etc. Là, ça a plutôt eu l'effet chez Fatima qu'elle enterre ses émotions. Parce que, en réagissant comme ça vis-à-vis d'elle, il lui faisait passer l'idée que ses émotions, c'était pas valide, que c'était pas digne d'attention, parce qu'il lui en donnait pas, que c'était pas valide, parce que il balayait ça de la main. Et dans les réunions familiales, c'était plus, par exemple, il y a beaucoup de monde, d'accord, et il lui dit, tiens, Fatima, est-ce que tu pourrais, elle était petite, est-ce que tu pourrais réciter les versets d'une sourate, du Coran, on va dire, et sachant très bien qu'elle n'avait pas apprise par cœur, qu'elle la connaissait pas exactement, parce que c'est lui qui était en charge de son apprentissage. Et du coup, après, comme elle était un peu hésitante et qu'elle se trompait, etc., il lui balançait des trucs du genre tu t'es pas préparé, t'as pas assez appris, etc. C'est vraiment dommage. Et ça a l'air comme ça anodin, mais elle se sentait vraiment humiliée. Elle vivait ça vraiment comme une humiliation. Et c'était il semblerait un peu calculé, parce qu'il savait très bien qu'elle ne savait pas, qu'elle allait être gênée, etc. Et elle, du coup, ça a contribué aussi à la mettre dans cet état perpétuel de quête d'approbation. Et ces comportements, entre l'invalidation émotionnelle et la manipulation subtile, ça fait qu'elle a grandi sous influence. Elle a appris et qu'elle a appris à douter de ses propres émotions et à voir la confiance comme quelque chose de dangereux, si je peux dire ça comme ça, et à percevoir les relations sur le prisme de la méfiance, de l'incertitude, sur le fait de tendre un peu le dos, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que je risque d'être humiliée, rabaissée, etc. Et ce contraste-là, entre cette image publique et la réalité, ça a impacté sa vision sans qu'elle en ait forcément conscience, parce que comme il avait comme c'était un homme charismatique, drôle, etc., il y avait quand même ce phénomène d'admiration vis-à-vis de lui, tout en et lui vis-à-vis d'elle, c'était plutôt, il lui enseignait que l'amour, la confiance, l'attention, c'était pas inconditionnel, et que ces émotions, elles étaient souvent invalidées, voire même manipulées pour obtenir quelque chose d'elle. Donc déjà, voilà, pour vous analyser un petit peu ce qui se passe, on voit que dans notre vécu, notre enfance, etc., a une importance sur ce qu'on va mettre en place après. Et là, en l'occurrence, Fatima, elle porte des cicatrices qui sont totalement invisibles de son enfance, voire même souvent les personnes n'en ont absolument pas conscience. Et quand elle se marie, donc Fatima, quand elle s'est mariée, on va appeler son mari, je sais pas comment on pourrait l'appeler, Marwan, voilà. Elle se marie avec Marwan et elle rentre dans la relation avec énormément d'hypervigilance. Donc, pourquoi ? Parce qu'elle a appris à mettre en place de l'hypervigilance pour se protéger d'une situation traumatisante dans son enfance. Donc, elle rentre dans cette relation avec cet homme en ayant cette hypervigilance, donc en faisant attention à tout. C'est comme une armure, en fait, qui a été
forgé pour survivre, entre guillemets, dans cette instabilité, dans cette confusion. Et c'est tout à fait, je voudrais dire que c'est tout à fait compréhensible quand tu as un environnement comme ça, où l'amour, l'attention, c'est conditionnel et qu'il y a beaucoup de manipulation, on a tendance à mettre en place des mécanismes de défense comme ça, qui est tout à fait normal et qui peuvent être utiles sur le moment, mais dans le présent, en tant qu'adulte, ça se révèle totalement, c'est comme des mécanismes, ce sont des mécanismes d'auto-sabotage. Là, par exemple, comment cette hypervigilance, comme je vous disais, elle a été utile dans le passé, mais ça devient de l'auto-sabotage dans le mariage parce que elle rentre dans cette relation avec cet homme et sans s'en rendre compte, elle scrute chaque mot, chaque geste, comme pour venir chercher en fait des indices de malfaisance, de manipulation, de tromperie. Ça peut recouvrir beaucoup de choses. Et c'est le fait de toujours se poser la question, par exemple, quand son mari va lui suggérer quelque chose, elle va dire mais pourquoi il me dit ça ? Est-ce qu'il y a un motif caché ? Est-ce que il veut me pousser dans quelque chose ? Est-ce qu'il est en train de me tendre à un piège ? Et quand il y a ces questions qui tournent constamment dans l'esprit, ça montre qu'il y a de l'hypervigilance en fait. Même quand les gestes sont bien intentionnés en fait. Les gestes de Marwan, par exemple, appelons-le Marwan, j'ai modifié un peu à droite à gauche. Je donne un exemple. Imaginons qu'un soir, Marwan, il propose de prendre en charge les tâches ménagères. On va dire, lui, il est amené à travailler dehors, ok, et elle, c'est plutôt elle qui gère le foyer en temps normal, d'accord ? Donc là, un soir, il lui dit, vas-y, je vais débarrasser la table, je vais passer l'aspirateur, repose-toi, j'ai senti que t'étais fatigué, tout ça, repose-toi, etc. Donc, on va dire, quand tu es en mode normal, c'est-à-dire pas traumatisé, d'accord, clairement, tu vas te dire c'est super sympa, etc. Ça va être perçu comme une attention sympa. Mais dans le cas de Fatima, ça peut ou pour toute personne qui est en hypervigilance, ça va lancer une alarme, d'accord, en mode mais pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il veut quelque chose en retour ? Est-ce que en fait elle arrive pas à croire que ça puisse être une offre sincère en fait, que c'est une vraie offre de soutien. Parce que pour elle est en hypervigilance sur est-ce que c'est un possible acte ou tentative de manipulation, d'humiliation, de contrôle, etc. Et vous vous rendez bien compte que quand on est dans cette hypervigilance, ça peut créer ça crée des tensions en fait. Parce que même si le pauvre Marwan, entre guillemets, il a des bonnes intentions, il est ni manipulateur ni quoi que ce soit, le fait de se sentir comme ça, constamment surveillé et jugé, c'est extrêmement oppressant, d'accord ? Parce qu'au bout d'un moment, même lui va se sentir un petit peu contrôlé, parce qu'il peut se sentir un petit peu contrôlé, parce que il sait que tout ce qu'il fait est analysé, voire même, il y a un mauvais soupçon sur ce qu'il fait, donc ça laisse peu de place après dans la relation à de la spontanéité, à de la simplicité, etc. Parce qu'elle est pas en mode, tiens, j'apprends à connaître mon mari, je l'observe, je m'ajuste, non, elle est en train, je surveille en fait, est-ce que cet autre être humain va me faire du mal, ce qui est typique d'un comportement de stress post-traumatique, on va dire. Donc elle est coincée, d'un côté, elle est coincée dans un cycle d'analyse, d'hypervigilance, etc. Et puis lui, il est surveillé constamment, jugé, etc. Et j'insiste là-dessus, l'hypervigilance de Fatima, elle est pas sans raison, d'accord ? Elle est pas folle. Son hypervigilance, c'est les résultats, je le répète, d'années d'expérience, parce qu'elle a eu un parent qui lui a appris en fait à se méfier, à chercher derrière les apparences pour pouvoir se protéger si besoin. Donc dans le contexte de sa relation avec son mari, cette hypervigilance va lui faire voir des situations totalement banales et dénuées de malveillance en source potentielle de conflit. D'accord ? Et encore une fois, l'idée, c'est pas de venir juger Fatima ou de venir défendre Marwan. Non, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. D'accord ? La clé, vous avez bien compris, pour quiconque se retrouve dans une situation similaire, que ce soit un homme ou une femme, c'est vraiment de commencer déjà par reconnaître cette hypervigilance qui s'active. D'accord ? Dans le live d'introspection, on va voir certaines questions qu'on peut se poser pour pouvoir voir si, à un moment donné, on a dans notre comportement des relents, si je peux dire ça comme ça. Il y a des choses qui s'enclenchent sans qu'on s'en rende compte parce que, justement, c'est cette hypervigilance qui s'active. Pour pouvoir, justement, apprendre à distinguer entre
des réflexes de protection, des mécanismes de défense qui sont hérités du passé et la réalité de ce qui se passe vraiment, les faits. Et ça demande un travail d'introspection. Ça demande un travail de communication ouverte avec son conjoint quand on est touché par ça ou un collègue de travail ou peu importe. Et puis ça peut aussi nécessiter le soutien d'une psychologue. Les psychologues de la team Ma Psy en ligne chez moi, on est très familière, si je peux dire ça comme ça, de ce genre de problématique. On voit bien que l'histoire de Fatima, je voudrais que vous vous rappeliez, qu'on se rappelle en fait que notre passé façonne qui on est, d'accord ? C'est que à ce moment-là, quand Fatima elle est en mode, elle surveille si son mari, elle est hyper vigilante de voir si son mari c'est un pervers narcissique, comme tant de femmes en fait. Pourquoi ce concept aussi il est hyper à la mode ? Parce qu'il y a énormément de femmes qui vivent des choses en fait qu'elles ne comprennent pas, des malaises qu'elles ne comprennent pas, et elles cherchent à mettre du sens, d'accord ? Parce que quand on est en hypervigilance, bien que ce soit comme je le disais, c'est comme une armure un peu qu'on met en place par rapport aux douleurs du passé, ça a des répercussions profondes, tant sur nous-mêmes, dans le niveau de stress dans lequel ça nous met, que dans les relations avec le conjoint. Et quand on essaye de comprendre et de naviguer, ça a une grosse plus-value. Parce que forcément, quand tu es en hypervigilance, si je vous le dis autrement, si je te dis autrement, tu es en proie à énormément d'anxiété. Quand tu filtres comme ça, quand tu surveilles, t'es pas tranquille, t'es pas sereine. Tu peux pas être une femme confiante, sereine, épanouie quand tu as ce genre de conséquences sur toi, en fait. Forcément, ça met un coup dans les tibias, comme je dis souvent, à l'estime de soi. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est que il y a ce doute quant à la capacité de la personne qui se sent mal dans ces moments-là à juger de la situation correctement, d'accord ? Elle sait pas, donc c'est pour ça aussi qu'elle cherche. C'est pour ça aussi qu'il y a ce terme de perversion narcissique qui est autant à la mode, parce que beaucoup de femmes qui cherchent à comprendre en fait qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que ma perception est fiable, ou est-ce que je suis juste et c'est ça, souvent on nous dit mais je veux vérifier si je suis pas folle, parce que derrière en fait elle se sent prisonnière de ses peurs. Tu te sens prisonnière de tes peurs. Il y a une part de toi qui sait qu'il y a quelque chose de comment dirais-je, de pas normal, dans le sens pas d'un comment dirais-je, qui vient d'un dysfonctionnement, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ce qui est vraiment, c'est hyper triste. C'est ce que je disais à mes collègues hier quand j'en parlais avec elles, c'est que parfois il y a on voit des femmes qui sont éprouvées pendant plusieurs années, etc. Par le célibat, après avoir vécu par exemple une relation comme ça difficile, ou avoir eu un parent qui a laissé des traces parce qu'il avait des comportements toxiques, et après elles retrouvent, elles se remarient, ou elles refont leur vie, etc. Ou elles rencontrent des amis qui sont normaux, si je peux dire ça comme ça. Et puis parce que il y a cette anxiété, ces craintes, ce filtre, cette survigilance, cette hypervigilance, c'est difficile en fait de construire une relation qui va pas être basée de prime abord sur l'ouverture, la confiance, entre guillemets, parce que en fait c'est comme si tu cherches tout le temps à voir si l'autre il va te mettre un coup de pied, un coup de couteau dans le dos. Ça montre vraiment la place ce stress post-traumatique en fait, cette surveillance constante, qui font que même chaque geste, même il est bien intentionné, va être scruté pour déceler des intentions cachées. On pourrait appeler ça de la paranoïa aussi dans le langage courant. Et ça crée du conflit, parce que l'autre en face se sent totalement incompris. Celui qui est accusé, si je peux dire ça comme ça, qui est scruté, là on l'avait appelé Marwan, cet époux, il se sent totalement incompris, jugé, il peut avoir l'impression d'être contrôlé aussi, et puis Fatima, elle se sent totalement isolée dans ses craintes. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la guérison, ça commence par la reconnaissance de ses propres blessures, d'accord ? Il n'y a pas de honte dans le fait d'admettre son hypervigilance. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir le reconnaître. Et c'est pour ça que je te donne des éléments pour que tu saches que cette hypervigilance, la réponse, c'est pas juste « Ah, elle est folle ». Non, c'est bien plus complexe, bien plus subtil que ça. Et je sais que ça demande énormément de courage, d'introspection, d'humilité. Parfois, on a besoin d'être accompagné aussi pour pouvoir démêler justement ces fils. D'accord ? Pour faire quoi ? Pour tisser une nouvelle histoire, pour tisser de nouvelles relations, pour explorer des voies de guérison, pour apprendre en fait à distinguer entre des alertes réelles et
ce qu'on pourrait dire des ombres du passé, si je peux dire ça comme ça. Et ça implique de mettre en place des nouvelles manières de gérer ce qui nous traverse l'esprit, de gérer notre anxiété, de gérer notre passé. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans les tenants, les aboutissants de MaPsyCampus de manière vraiment approfondie. Donc, je t'invite d'ailleurs à mettre ton nom sur la liste d'attente parce qu'on va bientôt ouvrir les portes de MaPsyCampus sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp ou mapsyenlignechaismoi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS, pour pouvoir renforcer justement l'estime de soi et apprendre à ouvrir un dialogue avec l'autre, où c'est pas nos peurs qui nous guident, mais où on peut exprimer justement nos émotions, où on se sent en sécurité avec nous-mêmes déjà à proprement dit pour entamer un discours, une communication où il y a une tentative de compréhension de l'autre et non pas de jugement. Je pense que l'histoire de Fatima et de Marwan, etc., ça nous montre que la réalité, elle est plus vaste, qu'il faut vraiment pouvoir, se développer intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement, pour dépasser justement les étiquettes. Le problème, c'est pas l'étiquette, si je peux dire ça comme ça, de pervers narcissique, de troubles de la personnalité narcissique. Pervers narcissique, c'est quelque chose qui vient plutôt de la psychanalyse. Le trouble du narcissisme, etc. Voilà, peu importe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir dépasser en fait l'étiquette, parce que en tant qu'être humain, c'est normal que dans notre quête de compréhension de ce qui se passe avec l'autre, on cherche à comprendre et à mettre. Et le fait de poser une étiquette et de chercher à poser une étiquette, c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui recourent, si je peux dire ça comme ça, au concept de perversion narcissique, parce qu'ils cherchent à comprendre. Le besoin de comprendre est fondamental pour l'être humain. On peut pas, quel est l'intérêt de juger ça en fait? Cette tendance à étiqueter, c'est juste une réponse instinctive à la souffrance, à la douleur, à l'incompréhension. Et parce que en fait, quand tu vis quelque chose, et c'est ça, d'un côté, en fait, quand tu attribues des étiquettes, tu te fermes à la compréhension, tu essayes de répondre à un besoin, mais en même temps, avec une étiquette, tu peux te fermer à la compréhension profonde, à l'empathie, voire même à la guérison, à la connexion avec l'autre, mais en même temps, tu as besoin de comprendre. Mais tu as besoin de comprendre partant de quoi, en fait? Je pense que c'est hyper important pour les personnes qui ressentent dans leur chair que quelque chose ne va pas, de remettre le focus sur elles. Je suis pas en train de dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Et asseyez-vous, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'idée, c'est pas d'essayer de mettre une étiquette sur l'autre, c'est le méchant, non, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en toi. Pourquoi tu te sens autant, pourquoi tu es en hypervigilance? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi déjà, par quoi elle se traduit en toi, en fait, cette hypervigilance? Qu'est-ce qui se passe entre toi et toi? De remettre le viseur, d'essayer de se comprendre, en fait, de comprendre son malaise, ses ressentis, avant de chercher à diagnostiquer la pathologie en face, manipulateur, narcissique, peu importe. Je dis pas que ça mérite pas, ça n'a pas d'intérêt ou qu'il faut pas le faire, etc. Je suis en train de dire que d'abord, il faut pouvoir faire cette introspection pour comprendre son inconfort. Est-ce que ça découle des actions de l'autre ou est-ce que ça découle de nos propres traumas, de nos propres blessures qui sont pas résolues? Parce que quand on attribue des étiquettes, on risque de passer finalement à côté de l'opportunité de guérir de ses propres traumatismes, de ses propres blessures. Je voudrais aussi dire que je dis pas que il est possible que un conjoint, par exemple, là je parlais dans l'exemple de Marwan, je disais qu'il faisait entre guillemets rien de mal, qu'il était bien attentionné, etc. Mais il est possible des fois que oui, ton conjoint fasse des trucs chelous. Mais parce que les hommes aussi ils ont des blessures, les hommes aussi ils ont des traumatismes qui affectent leur capacité à se connecter émotionnellement. Parce que le problème des couples, on est toujours en train de tailler sur les gens, ils font que de divorcer, blablabla. Mais au lieu de critiquer et de juger, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est qu'il y a, je pense, une de mes hypothèses, c'est qu'il y a vraiment une difficulté, une incapacité à se connecter émotionnellement. Mais comme je vous disais, les hommes aussi, ils ont des traumas, les hommes aussi, ils ont des blessures. Eux aussi, ils ont vécu des abandons, des négligences, qui peuvent en découler, ils développent des mécanismes de défense qui les rendent, par exemple, distants, ambivalents. Je dis pas que ça excuse,
c'est juste pour essayer, c'est juste que ces comportements, bien que ça peut être déroutant, même douloureux, ça indique pas forcément une intention de nuire, en fait, une volonté de nuire ou un parti pris de nuire. Parce que quand on interprète, par exemple, je vais vous donner l'exemple de la distance, de l'ambivalence, etc., sous le prisme de nos propres blessures, ça crée un cycle de malentendus, de souffrance. Et quand il n'y a pas cette compréhension mutuelle, cette curiosité pour les mécanismes de l'autre, parce que nous-mêmes, on est trop loin dans nos blessures, dans nos traumatismes, etc., le couple, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve piégé dans des schémas de communication destructeurs. Et ça empêche toute tentative, toute forme, toute opportunité de connexion véritable déjà, d'intimité émotionnelle, comme je vous en parlais dans le précédent podcast, et de connexion. Pour clôturer cet épisode, parce que ça fait quand même un moment que je vous parle là, on est où? Bon là, plus de 25 minutes. Déjà, si tu veux continuer, je vais m'arrêter. Je pense que vous avez compris mon point. L'idée, c'est pas de, comment dirais-je, de venir tailler sur tout le monde ça parle de pervers narcissique, etc. et tout. L'idée, c'est de comprendre en fait d'où vient potentiellement cette hypervigilance au PN, au pervers narcissique ou à la manipulation, etc. Et de chercher en fait à déblayer qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce qu'on est en train de vivre avec le passé ou on est en train de vivre avec le présent, si je peux dire ça comme ça. Dans tous les cas, si tu souhaites continuer en fait de poursuivre ce voyage d'introspection, de challenger avec des questions qui vont te pousser justement à réfléchir, à te découvrir d'une manière que tu n'as pas forcément expérimenté avant, je t'invite vraiment à rejoindre le live participatif d'introspection et de coaching de déclic que je vais animer ce samedi 24 février 2024 à 15h. Si par exemple tu écoutes ce podcast et que le 24 février est passé, j'ai pour projet d'organiser régulièrement des lives participatifs d'introspection. Donc, rends-toi quand même sur mapsionlinechez-moi.fr/introspection parce que tu auras toujours la prochaine date du live participatif, d'accord? Donc, pendant ce live, on va faire, je vais vous poser des questions d'introspection, je vais rebondir dessus en mode coaching de déclic. Ensuite, on va approfondir le thème ensemble. Donc, si tu veux un contenu de qualité pour nourrir ton esprit, ton âme et te sentir enrichi et inspiré et prête à affronter la vie d'ici-bas avec une nouvelle perspective, eh bien, viens chercher ton invitation offerte. Ne rate pas cette occasion de vivre une expérience qui va contribuer à faire de toi une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. C'est une petite heure, traite-toi en première classe, je t'attends avec impatience. Et j'aimerais beaucoup avoir ton retour aussi sur ce podcast, donc n'hésite pas à laisser une note, une review, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, etc. Ça, c'est très encourageant pour la team mapsionlinechez-moi.fr et moi. Et puis ça nous permet de savoir si aussi ça vous parle. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à partager si vous pensez que ça peut aider une femme, une personne en fait à voir les choses avec un petit peu plus de profondeur. Ce serait top. Merci de votre écoute, au plaisir de revenir dans vos oreilles et je vous dis à bientôt. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible.
Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MapsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-chez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MapsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MapsyCampus.